Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. De l'affacturage au Buy Now Pay Later B2B, Defacto crève le plafond. Morgane Oana, cofondatrice de Defacto. Pas mal de ces fintechs et de ces marketplaces B2B essayent de devenir ce qu'ils appellent aujourd'hui l'operating system, qui est l'outil sur lequel leurs clients vont se connecter tous les jours pour faire toutes les opérations. Donc, elles, aujourd'hui, intègrent plein de services. On voit des Penny Lane qui ont intégré des facilités de paiement. Et donc, ça va dans l'histoire pour elles d'être cet operating system, de fournir des services de financement à leurs clients, puisqu'elles savent très bien que dans certains secteurs, c'est un immense sujet. On ne peut pas rapatrier tous nos fonds, on ne peut pas centraliser les dépenses et les revenus si derrière, en fait, il n'y a pas de financement. Quand on entend que l'affacturage représente 18% du PIB en France, on sent qu'il y a là une très belle opportunité de développement pour cette jeune start-up créée par d'anciens collègues de Spendesk. Morgane dépiote pour nous la chaîne de valeur et nous explique en détail les besoins des PME pour le financement à court terme. Déployer une API facile à utiliser, Defacto permet d'obtenir du financement de manière transparente en un clignement d'œil. Nous faisons un update rapide sur le Buy Now Pay Later en 2023 sur les notions de checkout B2B versus Buy Now Pay Later B2B. Il est aussi question de la collaboration avec le fonds Viola Crédit, récemment créé par le VC israélien, et de la création à venir d'un fonds commun de titrisation. Nous nous sommes également arrêtés sur les partenariats avec Agicap, Penny Lane ou Conto, sur la stratégie de déploiement à l'international et sur l'évolution de la typologie de clients. Enfin, nous comprenons quelle est la stratégie de Defacto à terme et vous verrez quand même que le risque y joue une place centrale. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous. Bonjour Morgane. Bonjour Solène. Merci pour ton temps, ta dispo et un grand merci à Jordan d'avoir pris contact avec moi. En fait, désolée Jordan, on t'aurait bien fait participer, mais j'étais contente d'avoir une femme cette fois-ci, donc désolée, ce sera pour une prochaine fois. Morgane, est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter avant qu'on passe à Defacto ? Bien sûr, avec plaisir. Donc, Morgane Oana, j'ai 31 ans. Ça fait à peu près 8 ans que je travaille. J'ai démarré ma carrière au BCG, en Afrique. J'ai eu la chance de grandir en Suisse. Et ensuite, j'avais envie de retourner en Afrique. Mon père est marocain, ma mère est sud-africaine. Donc, j'avais envie en fait, de travailler sur le continent. Et quand on ne sait pas trop quoi faire, le conseil, c'est toujours une bonne option. Ouais. Donc, j'ai eu la chance de bosser du bureau de Casa, un peu du bureau de Johannesburg. Et ensuite, on m'a envoyé pour 3 mois à Paris. 3 mois sont devenus 6 mois, sont devenus 9 mois, sont devenus 1 an. Ouais. J'ai ensuite rencontré mon mari au BCG. Et donc, je suis restée à Paris. Après 4 ans au BCG, je voulais partir en start-up, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas le SaaS. Pourquoi tu voulais partir en start-up ? Parce que j'étais en private equity. Ouais. En fait, on avait toujours un peu la même manière de structurer les deals et il y avait toujours risque de disruption. Et je me rappelle, on était sur un deal d'assurance et il y avait Alan qui venait de sortir. Et donc, les risques, c'était Alan. Et je me suis dit, OK, de quel côté de la barrière tu vas être ? Ouais. Est-ce que tu vas être là à mitiguer les risques et à rassurer ou tu vas être là à essayer de pousser et changer les choses ? Et donc, assez rapidement, je me suis dit, OK, je vais être de l'autre côté de la barrière. Et donc, j'ai contacté 50 boîtes. Et j'ai eu la chance de tomber sur Rodolphe Ardan, qui était fondateur de Spendesk. Que j'ai reçu sur mon podcast. Que tu as reçu sur ton podcast. Et mon premier entretien était avec Jordan. Ah, excellent! Voilà, et donc j'ai rejoint Joe et Rod. J'avais pas de job desk, en fait. Je suis arrivée, je savais pas faire grand chose, je savais faire des modèles Excel et des PowerPoint, quoi. Et plein d'idées. Et voilà, mais j'avais envie d'apprendre, donc j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu de pricing, un peu de marketing, en fait, un peu un espèce de couteau suisse qui a pas mal bougé par projet. Et ensuite, on a vu une grosse opportunité sur les partenariats. Et donc j'ai pu monter l'équipe partenaire en France, en Allemagne et au UK. Canon. Voilà. Super. Et après Defacto. Alors, j'ai déjà parlé du Buy Now Pay Later sur pas mal d'épisodes. Le focus aujourd'hui, c'est le BNPL, mais en B2B. Donc, on va approfondir avant de parler de ce que vous faites. Hein. Ouais. Alors, question vraiment assez un peu à deux balles, mais comment est-ce que tu décrirais les challenges pour ce type de financement, pour ces entreprises-là ? De quel type de financement on parle ? C'est bateau, mais c'est une très bonne question et c'est toujours bien de bien restructurer, je dirais, les types de financement. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours des financements court terme, moyen terme et long terme. Pour nos emprunteurs finaux, tout dépend de leurs besoins. Donc en fait, un restaurant qui veut rénover son restaurant, ouvrir un nouveau, il aura besoin plutôt d'un financement moyen terme. Nous, sur lequel on se focalise aujourd'hui, est le B2B BNPL. C'est vraiment du financement court terme.
Et c'est là pour pallier à des besoins de trésorerie. Ouais. Des besoins de trésorerie sont généralement structurels à un secteur. Typiquement, les agences. Ouais. Les agences ont souvent besoin de décaisser, d'avancer des frais avant que leurs clients leur payent. Et donc ça, c'est vraiment là où le financement à court terme a beaucoup de sens. Et on peut trouver plusieurs types de solutions. Des découvertes historiques des banques, des solutions d'affacturage et aujourd'hui des nouvelles solutions plutôt en ligne, plutôt qui ont un peu amélioré l'UX, comme le B2B BNPL. Et pourquoi les solutions existantes ne suffisent pas ? Parce que l'affacturage, ça a quand même l'air de fonctionner. Ça fait des années que ça fonctionne. Ouais, ça fait des années. C'est 18% du PIB français qui a facturé. Excellent. Je savais pas ça. Ouais. Donc c'est assez colossal. Je pense pour plusieurs raisons en fait. L'affacturage, ça reste quand même réservé aux grands comptes et aux gros acteurs et aux gros acheteurs. C'est-à-dire que un affactureur, et à raison, va toujours se poser la question pourquoi cette personne veut me vendre cette facture. Et donc afin de diversifier son risque, ils vont rajouter des contraintes, donc beaucoup moins de flexibilité. Il faut me céder tout le poste client. On a finalement un parti tiers qui rentre dans sa relation avec son client. Et quand on est une PME, on a peu de clients. Notre relation clientèle est hyper importante. On sait qu'il y a des retards et il y a des défauts. Et que les retards sont souvent des raisons opérationnelles. On n'a pas forcément envie de tout céder et de tout mettre à risque avec un acteur tiers, quoi. Donc ça, je pense, c'est les plus grosses problématiques. Et ensuite, on a pas mal de sujets aujourd'hui avec nos clients qu'on voit de réconciliation, de suivi des flux. Comme c'est des solutions plutôt anciennes, en fait, il manque aujourd'hui cette nouvelle approche tech qui veut simplifier la vie des équipes financières, quoi. D'accord, mais donc c'est plutôt des crispations au moment où tu dois faire le financement, c'est ça ? C'est exactement. D'accord, et donc ça peut être des délais dans les paiements. Est-ce que du coup il y a des délais dans les paiements, des frais additionnels ? Est-ce que vous avez quantifié justement le pain ? Intéressant ça. C'est très intéressant. On a essayé c'est un bon point. Le problème des financeurs traditionnels, c'est que c'est très opaque. Donc en fait, on a eu des factures de nos clients et on se retrouve à avoir des commissions sur avoir, commissions sur financement, frais divers, accès portail. Et donc en fait, à la fin, on demande à nos clients mais combien vous payez ? Ils vont nous dire le prix, c'est hyper important pour moi. Super. Tu payes combien aujourd'hui ? Et c'est très rare d'avoir en fait une vraie réponse globale sur le montant financé. Ouais. Ils vont se dire ok, moi mon taux annuel c'est de X. Je dis ouais, mais c'est pas seulement ça que tu payes en fait. Tu vas payer 40 € par dossier s'il faut le relancer. Ouais. Donc combien tu payes en total ? Très dur à quantifier. D'accord. Alors le Buy Now Pay Later, c'est quand même, en fait, c'est un type de financement qui existe depuis assez longtemps, qui a été un peu pimpé, et on y a mis des mots magiques. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ? Je serais intéressée d'avoir ton feedback parce que j'ai déjà traité le sujet, mais il y a déjà un petit temps. Donc j'aurais aimé que tu nous expliques maintenant, aujourd'hui, dans ce paysage Buy Now Pay Later, qui sont les gros acteurs ? Est-ce que c'est plutôt dans le financement B2C, dans le financement B2B et finalement, qui sont les gros players ? Ouais, c'est une très bonne question. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, comme tu le dis très bien, le Buy Now Pay Later B2B a toujours existé. En fait, les entreprises ont toujours pu payer des factures après achat. En fait, en B2B, le moment de paiement et le moment d'achat sont dissociés. J'achète quelque chose, je le paye après. D'accord. Alors, on parle de quelle taille d'achat ? C'est généralement sur facture, donc tout ce qui est hors carte. Ouais. On commence à avoir des factures à partir de 1 500 €. D'accord. Qui sont les vrais achats finalement B2B, c'est pas les paiements par carte. Donc un achat B2B à partir de 1 500 €, finalement, il y a une facture, il y a un virement et des délais de paiement. Donc ça a toujours existé. Le B2C Buy Now Pay Later a finalement amené ces délais de paiement aux consommateurs, ce qui est hyper intéressant. Puisque maintenant le consommateur pouvait acheter quelque chose et le payer plus tard. Ouais. Donc ça c'était je pense la première chose. La deuxième, donc ce qu'on voit se développer sur le B2B, je dirais c'est deux types d'acteurs. Le premier, c'est les acteurs qui se sont concentrés sur le checkout et les marketplaces B2B. Alors ça rentre, parce qu'on en a parlé avant d'enregistrer, et je trouve intéressant que tu rentres de façon plus granulaire sur ce checkout. Sur le checkout. Donc le checkout B2B, on s'est fait pas mal challenger par nos fonds au début quand on a décidé de ne pas en faire un. Donc ça c'était la première partie. Mais la réelle chose sur le checkout B2B, c'est que les marketplaces B2B aujourd'hui sont très spécialisés et vont souvent vendre à des solo-entrepreneurs. Donc marketplace de poissons, marketplace pour restaurateurs, marketplace pour typiquement comme Encore Store pour tout ce qui va être le forme de Etsy B2B. Et donc sur ces marketplaces-là, sur ce checkout-là, le Buy Now Pay Later au niveau du checkout a beaucoup de sens puisque l'acheteur est souvent un solo entrepreneur, donc l'acheteur est le trésorier de sa boîte. Ouais. C'est un petit dirigeant, il doit avoir 1, 2, 3 personnes, et donc la personne qui prend la décision d'acheter est aussi la personne qui est
qui devrait contrôler finalement les finances de la boîte, qui revient à un comportement B2C. Moi, je suis la propre trésorière de mes achats. Totalement, ouais. Alors qu'en vrai, B2B, généralement, c'est l'équipe finance qui sont trésoriers et les acheteurs les opérationnels. Sont les opérationnels. Ouais. Et donc, c'est là où finalement, on voit qu'il y a une limite au checkout B2B Buy Now Pay Later. Non, mais donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce que tu décris, finalement, ce que j'ai en tête maintenant l'épisode que j'ai fait avec Rodolphe, finalement, c'est dans les cas d'usage que vous avez eu au quotidien chez Spendesk, au-delà d'un certain montant que vous êtes rendu compte. C'est fait comment d'ailleurs, tiens? Tu peux revenir là-dessus? Donc, Jordan était au produit et touchait à tout ce qui était plutôt régulation et puis banking. Et j'étais au partenariat et chez Spendesk, on avait un gros enjeu qu'on avait appelé Get Out of the Bubble. En fait, on voulait sortir un peu de ce pari neuf, ultra bien financé, commencer à vendre Spendesk à des boîtes qu'on appelait traditionnelles, mais c'est simplement des boîtes profitables qui avaient une meilleure gestion, je dirais, de leur argent. Et ce qui est arrivé, c'est quand on parlait à des agences, quand on parlait à des commerçants, ils me disaient votre outil il est top, mais moi j'ai pas le cash pour le mobiliser en début du mois sur votre plateforme en fait. Moi j'ai mes acheteurs vont me payer dans 60 jours. Donc je peux pas. Alors je fais quoi moi? Alors je fais quoi? Je peux pas encore plus me permettre de passer mes gros achats sur Spendesk. Et donc c'était un peu ça qu'on avait essayé. On s'est dit ok, on va faire du crédit en interne. On a réalisé que c'était trop compliqué. Déjà. T'es sur un autre métier en fait. T'es sur un autre métier, exactement. C'est un autre métier, une autre régulation. On a dit déjà on se focalise sur faire notre bien et puis c'est déjà ça. On a essayé de le faire en partenariat. Et là en fait on a réalisé que c'était très compliqué. Il y avait peu de vrais acteurs en fait qui pouvaient venir servir les clients et de la manière avec l'UX qu'on voulait avoir. Et donc, l'idée nous est restée toujours in back of the mind. Et Joe avait quitté Spendesk 1 an avant moi. Et 1 an plus tard, pour lancer quelque chose, hein. Pour au début faire un break et ensuite penser à lancer quelque chose. Et 1 an plus tard, on en discutait. Marco, notre 3e associé, revenait des US. Et on s'est dit, ok, c'était un des sujets qu'on avait complètement shortlisté. D'accord. C'était vraiment cette API de crédit, quoi. D'accord, donc là, il y a quand même un nouveau marché à adresser. C'est un peu Blue Ocean. C'est un peu un Blue Ocean. Ça fait pas si longtemps que ça que vous existez. J'aurais aimé que tu reviennes sur le tout premier, la bêta en fait que vous avez sortie pour essayer de comprendre comment vous l'avez construite, parce que tu disais aussi d'un point de vue réglementaire, on est sur complètement autre chose. Et quels sont les services providers ou les banques auprès desquels vous êtes reposés? Est-ce que tu pourrais nous esquisser cette bêta? Donc la bêta, pour donner déjà une idée, on l'a sortie en 6 mois, quelque chose comme ça, pour plusieurs raisons. La première, c'était la raison réglementaire. De facto, depuis le début, même pour la bêta, on voulait maîtriser la chaîne de valeur. Donc de facto a toujours été prêteur, a toujours calculé son propre risque et a toujours en fait distribué son argent. Donc on s'est reposé sur quelques acteurs de paiement comme Swan pour pouvoir faciliter en fait notre core banking. Mais depuis le début, en fait, on a été chercher au tout début des formes qui nous permettaient de prêter des montants sous certaines conditions avant d'être société de financement, par exemple. Et ça, on l'avait inclus dans notre bêta. Les contrats, que ce soit en fait tout carré avant de pouvoir démarrer. Et vous avez lancé sur fonds propres? Vous avez fait une petite levée? C'est une très bonne question. Non, c'était une autre époque. Je dirais, c'était l'époque où les fonds étaient généreux. Et donc, en fait, on avait commencé par une pré-seed, pré-amorçage, où on avait levé auprès de fonds VC et auprès de BA. Et on avait parlé à quelques-uns de nos BA. On leur a dit, écoutez, nous, on a vraiment besoin de dette. Aujourd'hui, on n'a pas d'historique, pas de clients, pas de produits. Par contre, on a une vision assez claire de ce qu'on veut faire. Et donc, en fait, on a levé de la dette corpo. D'accord. Où on a mis nous-mêmes, nous trois, en fait, afin d'aligner les intérêts, on a aussi mis de l'argent dedans, afin de prouver en fait qu'on avait aussi du skin in the game. Et on a commencé à lever de l'argent auprès de high net worth individuals. Et c'est la dette corpo, quoi. D'accord. Alors, la proposition de valeur, c'est construite au fil de l'eau ou finalement, la bêta n'a fait que s'améliorer? Comment est-ce que le produit a évolué? L'idée est toujours restée la même. L'idée était, on avait identifié qu'il y avait un nouveau canal de distribution, que les PME s'équipaient de plus en plus d'outils digitaux, finalement, de Spendesk, de Penny Lane, de Agicap, etc. Et que notre but était de venir et d'offrir la meilleure feature de crédit dans ces nouvelles interfaces, finalement, qui sont très proches de leurs clients. Donc ça n'a pas bougé. D'accord. Par contre,
Entre J'adore le sourire. entre la première version du dashboard et la première version de l'API aujourd'hui, il y a eu énormément d'évolution. J'espère. Je serais inquiète si tu me disais le contraire. Le premier dashboard était jaune fluo. Enfin, il y a eu beaucoup d'améliorations. Ouais. Par contre, la trame est toujours un peu est toujours restée la même. D'accord. Alors vous avez un focus plutôt sur les fintech et les marketplaces B2B. Comment est-ce que vous positionnez le message, la proposition de valeur pour ces partenaires? Ouais. Spécifiquement. C'est assez intéressant. Souvent, en fait, c'est des pains qui remontent de leurs clients. D'accord. Donc déjà, ça aide pas mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que pas mal de ces fintech et de ces marketplaces B2B essayent de devenir ce qu'ils appellent aujourd'hui l'operating system, qui est l'outil sur lequel leurs clients vont se connecter tous les jours pour faire toutes les opérations. Donc, elles, aujourd'hui, intègrent plein de services. On voit des Penny Lane qui ont intégré des facilités de paiement. Ouais. Et donc, ça va dans l'histoire pour elles d'être cet operating system, de fournir des services de financement à leurs clients, puisqu'elles savent très bien que dans certains secteurs, c'est un immense sujet. On ne peut pas rapatrier tous nos fonds, on ne peut pas centraliser les dépenses et les revenus si derrière, en fait, il n'y a pas de financement. Comment est-ce que du coup, parce qu'il y a quand même un peu de la concurrence qui se met en place dans votre secteur, justement, parce que tu parlais de Penny Lane, il y a aussi des intégrations au sein d'Agicap. Comment est-ce que vous avez réussi, parce que vous êtes encore une fois assez jeune, à vous faire intégrer dans leurs solutions, et comment vous avez réussi à les convaincre? Je pense que c'est pas mal de travail. Donc on travaille de manière assez proche avec les équipes. On a une approche très partenaire-centrique. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. On a toujours eu du mal avec certains de nos providers de paiement, et donc on a toujours essayé de livrer un excellent service derrière. Donc je pense qu'on essaie de faire de notre mieux dessus. Et ensuite, par rapport à pas mal, je dirais, d'autres players, nous, on a un produit qui a une API d'abord. On est API first, en fait. On arrive sur notre site, la première chose qu'on voit, c'est un gros bouton développeur. Et donc, en fait, on pense qu'on a la meilleure API sur le marché. Et aussi, en maîtrisant, comme j'avais dit un peu au début, toute la chaîne de valeur, on peut vraiment permettre cette expérience synchrone, cette expérience instantanée à leurs utilisateurs finaux, qui finalement, très peu d'acteurs peuvent faire quand ils font ça a posteriori. Finalement, il y a toute une legacy à reconstruire. Nous, on est parti avec l'idée de faire de l'instantané depuis le premier jour. Ça nous a permis de construire nos systèmes pour faire ça, quoi. Alors, on parle de la chaîne de valeur. Dans la chaîne de valeur du financement, il y a un gros pavé qui est celui de la gestion du risque, qui est géré du coup chez vous. Alors justement, comment vous avez développé ce module de gestion du risque et est-ce que tu pourrais nous expliciter en quoi c'est différent des risques liés au financement des consommateurs? Alors, la première, c'est le risque pour nous. On va dire qu'il y aura 3 grosses parties. La première, c'est l'accès aux données. C'est en fait comment est-ce qu'on multiplie aujourd'hui de facto. On ne va pas demander à nos clients de nous préparer un dossier, de nous donner des liasses fiscales, de nous faire des BP. En fait, on va leur demander l'accès à leurs données comptables et bancaires. D'où Agicap et Penny Lane. D'où Agicap, d'où Penny Lane, d'où Conto, d'où en fait tous ces outils-là. Donc de ça, on peut en fait venir tirer cette donnée. Donc on a déjà une donnée fraîche et en temps réel. D'accord. Ce qui paraît basique, mais en fait aujourd'hui, quand on va faire un prêt à une banque, en fait, on donne une liasse fiscale. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième est l'harmonisation de données. Finalement, comment est-ce que toutes ces données-là, on peut les mettre dans des systèmes qui ont du sens, où on peut recalculer des indicateurs. Donc nous, notre but, en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, on tire tout et on recalcule les revenus, les coûts, les marges, la qualité des clients de nos clients. Donc en fait, on recalcule tout de manière instantanée. Et finalement, il y a les algorithmes. Et la dernière partie sur les algos, au début, on avait commencé par un modèle, comme on n'avait pas de données, qui était expert-based. Donc un expert qui est venu. Et aujourd'hui, ils sont de plus en plus data-driven. Et ce qui est très important pour nous dessus, c'est que le modèle soit lisible. En fait, il y a plein de black box sur les algos et sur le machine learning. On balance en fait plein d'infos et en fait, on ne comprend pas l'output qui est sorti. Et nous, on en a mis un point très clair avec, et c'est très bien géré par notre équipe data aujourd'hui, qui veulent faire des modèles qui sont lisibles, enfin readable. Oui, bien sûr. On peut tout expliquer sur l'output pour nos clients, quoi. Et pourquoi vous n'avez pas fait le choix, parce que c'est énormément de travail en amont, vous auriez aussi pu faire le choix d'intégrer des solutions tiers, des modèles de scoring tiers? Complètement. On pense que si on veut vraiment être innovateur et si on veut vraiment faire les choses différemment, il y a des choses qu'on peut externaliser, typiquement les paiements avec Swan, et il y a des choses, en fait, le risque, c'est le nerf de la guerre du lending. Donc en fait, si on veut vraiment maîtriser et offrir la meilleure expérience pour nos clients, c'était quelque chose sur lequel c'est une valeur clé de notre produit, quoi, sur laquelle on travaille. Ok, donc ça c'est côté client. Si on regarde côté tout au bout de la chaîne de valeur, il y a le financement.
la structuration de la dette. Ouais. Comment est-ce que vous y êtes pris? Ça m'intéresse parce que j'ai creusé ce point-là avec pas mal d'acteurs dans le financement, donc j'aimerais savoir comment vous avez fait. Bien sûr. Donc la première partie, donc, comme j'avais dit, c'était vraiment de la dette corpo sur notre bilan. Ouais. Très simple à gérer finalement. La deuxième, donc suite à ce petit fonds de 3 millions d'euros qui avait tourné 2 ou 3 fois, c'est l'avantage quand on fait du court terme. Ouais, tout à fait. Les fonds reviennent. On a pu aller en fait ouvrir une vraie capacité de financement avec un acteur spécialisé qui s'appelle Viola Crédit. Et on a pu aller chercher une ligne de 40 millions d'euros. C'était Viola Ventures ou... Non, Viola Crédit. D'accord. Rien à voir avec Viola Ventures parce qu'ils ont monté des fonds de dette, Viola Ventures. C'est exactement. Viola Crédit appartient à Viola Ventures. D'accord. Qui est un fonds israélien. Exactement, le fonds israélien. Et donc déjà, on a une chance incroyable parce qu'on a énormément appris. En fait, ils nous ont... on a un peu co-construit les choses avec eux. Ouais. Et le parti pris, c'était de construire en fait finalement toute la tech du loan servicing. Donc toute la gestion des prêts. Donc c'est de facto SAS qui va émettre les prêts, les revend à de facto SPV, et tout ça est complètement automatisé chez nous. Qui est finalement la troisième brique que les gens ne voient pas au quotidien, mais qui est un peu le produit pour nos investisseurs. On a donc nos emprunteurs et puis on a nos investisseurs qui sont aussi une forme de clients. Et donc on pense que c'est notre devoir de aussi construire des produits un peu plus innovateurs au lieu de leur envoyer des fichiers Excel à n'en plus finir et tout ce qui va avec finalement pour gérer les conditions de prêt, la revente des prêts derrière, quoi. Ouais. Ok, donc si on revient, vous avez lancé la boîte il y a combien de temps? On a lancé la boîte, on a créé la boîte en mai 2021. D'accord, donc c'est hyper récent. Vous êtes combien maintenant? On est 14. D'accord, et vous avez, donc il y a eu 2 levées? On a fait 2 levées. La première, donc la pré-amorçage avec GFC, le fonds de Rocket et Headline, qui sont des acteurs spécialisés dans la seed. Et la deuxième, notre série A, qui était l'idée par Northzone, qui eux, pour nous, c'était super intéressant de bosser avec eux puisque ils avaient déjà eu pas mal d'investissements dans le lending. Et c'est toujours hyper intéressant d'avoir des VC qui ont fait du lending puisqu'ils savent que c'est pas growth at all costs en fait. Et donc il faut une approche différente. Et donc la deuxième était avec. C'était 15 millions d'euros. Et c'était 15 millions d'euros. Et alors ça c'est intéressant parce que tu parlais de Viola. Comment est-ce que vous avez été mis en relation avec eux? Comment est-ce qu'ils ont entendu parler de vous? C'est le hasard des choses. Dans un avion? Non. Donc notre premier employé, David Gothard, qui était chez Bain, était le manager de... Bain Capital ou non. Bain le conseil? Bain le conseil. Était le manager de Raphaël, qui est ensuite parti chez Viola. Excellent. Ah là là, super. Donc c'était vraiment le hasard des choses, quoi. Top. Alors vous vous êtes lancé il n'y a pas longtemps, mais vous êtes présent déjà dans d'autres pays que la France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Espagne. C'est quoi les challenges quand on s'exporte dans ces pays-là où les usages ne sont pas les mêmes? C'est hyper intéressant. Donc en fait, il y a déjà un premier challenge sur la donnée. Aujourd'hui, toujours. On y revient toujours. Non mais j'ai pas un épisode où j'en parle pas. La donnée et le recrutement. Aussi. Non mais donc il y a un challenge sur la donnée, c'est finalement ce qui paraît bête, mais un identifiant en France, en fait, il y a. C'est pas du tout fait de la même manière en Allemagne. Donc et c'est pas les mêmes bases de données publiques. Comme on essaie nous d'alléger au maximum le travail de nos emprunteurs. Il y a un vrai travail derrière sur comment est-ce qu'on peut décliner nos modèles de risque, comment est-ce qu'au début en fait on fait des petits essais pour bien calibrer le modèle dans les autres pays. Donc ça c'est je dirais un des plus gros challenges. C'est marrant parce que c'est un des points, et j'avais fait un épisode avec Arthur Waller que tu connais probablement bien, justement pour comprendre comment en termes d'orchestration de données ils avaient monté Penny Lane dès le départ, from day one, pour pouvoir s'exporter, parce que sur la donnée comptable, c'est hyper critique. Exactement. Et donc, vous êtes parti sur un setup similaire, enfin, exactement. Même état d'esprit, quoi. Exactement, c'était un learning qu'on avait chez Spendesk, en fait, où après, on avait dû aller, quand on avait... voilà. Donc, et c'était un learning que, en fait, même chez Spendesk, depuis le début, Rod avait la vision d'être international, et ça avait énormément aidé, finalement. Et donc, la même chose chez De facto, nos data models, quand Marco et Joe réfléchissait à ça quand Marco avait toujours pas écrit une ligne de code. C'était réfléchi pour comment est-ce qu'on fait la même chose en Allemagne, en Espagne, en Italie, etc. D'accord. Et alors comment vous arrivez justement dans ces pays-là où il y a déjà des acteurs locaux à vous différencier en tant que petit Frenchie? C'est intéressant. Aujourd'hui, comme notre approche de distribution est complètement indirecte, en fait, on est rentré sur ces marchés-là avec nos partenaires existants.
C'est nos partenaires existants qui D'accord. nous disent votre solution est top, moi j'ai besoin de ça en Allemagne. Donc en fait, on ouvre par rapport à la demande de nos partenaires existants. Et ensuite, on a eu de la chance, il y a eu bruit de couloir, des gens ils ont entendu que ça marchait bien. Et ce qui intéresse vraiment les gens, et ce qui est assez une spécificité à Defacto, c'est vraiment ce côté instantané single session. Tout le monde dit on vous revient sous 48-72 heures. Nous, c'est en fait un emprunteur arrive, il a un problème, il se déconnecte de cette session, le problème est réglé. Il reçoit pas un mail, et donc en fait, c'est une valeur qui est très forte chez Defacto et finalement on est les seuls à le proposer aujourd'hui en Europe. Alors c'est très intéressant parce que tu parlais d'acteurs, donc on parle toujours des mêmes qu'on vient de citer, mais il y en a plein d'autres avec lesquels vous bossez. Ils ont le même DNA que vous, probablement la tech à peu près aussi moderne. Comment est-ce que vous allez pouvoir étendre à des acteurs qui sont probablement moins modernes et comment vous allez pouvoir aller financer aussi des plus grosses boîtes? C'est très intéressant. Aujourd'hui, on a quelques clients typiquement qui vont être sur des outils comme NetSuite. Donc NetSuite qui reste quand même très tech, mais qui finance et qui target des boîtes à partir de 100 employés. Donc en fait, on commence à voir que pour ces grosses boîtes-là, il y a vraiment un enjeu d'UX, de convenience, de flexibilité, de visibilité. Finalement, il n'y a pas d'opacité sur les prix. Il y a en fait, toute cette lourdeur un peu qui arrive avec les solutions traditionnelles. Donc en fait, on voit qu'elles n'achètent pas finalement l'accès. Elles ont l'accès à des financeurs. Elles vont venir souvent en complément avec Defacto, le court terme par exemple, et vraiment cette partie convenience. Donc ça, c'est pour les gros. Et pour les solutions qui vont être moins tech, on va dire, en fait, on va travailler avec elles principalement sur le scoring. C'est des partenariats de scoring. On vient tirer les données. Et ensuite, par contre, c'est l'UX Defacto. D'accord. Ça nous permet d'offrir quand même une très belle UX à leurs clients, tout en pouvant leverageant la donnée de leur outil. Quoi. Et est-ce que vous avez aussi en tête, mais c'est peut-être encore trop tôt pour en parler, mais de prendre des briques au sein de votre chaîne de valeur? Non mais c'est la vision. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Oh, c'est beau quand même. C'est beau. En fait, aujourd'hui, ce qu'on se dit de manière très simple, c'est que Defacto est le premier client de Defacto. Ouais. Et que aujourd'hui, on a construit nos 3 briques principales sur lesquelles on a mis. Donc répète, lesquelles? Donc loan servicing, donc toute la partie back office que tu disais, la partie risque et l'API de distribution, quoi, la possibilité de tout faire un peu en instantané. Et ce qu'on voit, et ce que on commence à avoir des demandes de différents types d'acteurs. En marque blanche. Exactement, de juste pouvoir utiliser notre partie loan servicing. Juste pouvoir utiliser la partie de scoring. Et donc, c'est notre but finalement, c'est de rester sur du court terme et de commencer à séparer les briques pour pouvoir avoir cette approche un peu modulaire avec nos clients. Et est-ce qu'il y a du sens pour aller dans d'autres types de services de financement type B2C où c'est déjà suffisamment crowded? Non, c'est pas. Je pense que c'est déjà un marché qui est bien servi finalement. Et c'est pas du tout les mêmes comportements. C'est pas les mêmes tailles de prêts. Un prêt B2C, ça va être entre, j'imagine, 200-400 euros. Des prêts B2B que nous on gère aujourd'hui, c'est entre 5 000 et 10 000 euros la facture. Donc en fait, il faudrait qu'on reconstruise tout un nouveau produit finalement. Il y a plus d'enjeux à se dire, ok, potentiellement à terme, on offre des produits différents à des entreprises qu'on connaîtra bien. Donc en fait, on peut leur offrir des financements plus longs. On pourrait entrer dans le supply chain finance. Il y a pas mal de choses qu'on pourrait faire comme ça. Mais notre ADN déjà personnellement est très B2B et c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment se focaliser. Top. Et vos prochaines étapes alors, c'est quoi? Nos prochaines étapes là, on est en train de faire évoluer notre setup réglementaire. Donc on a déposé notre dossier de société de financement à la CPR en novembre. Donc ça sera sûrement une forte Qui évolution. vous apporte quoi en plus? Plusieurs choses. Pour nous, c'était très important d'être régulé et d'être depuis le premier jour. En fait, dès qu'on a pu déposer, finalement, on l'a déposé 1 an après notre création, ce qui est assez tôt. Mais on pense qu'il y a énormément de bénéfices à être régulé. Les contraintes mises. Ça rassure tout le monde. Ça rassure tout le monde. Les contraintes mises sur les capitaux propres, sur la manière de prêter, etc., sont là pour des bonnes raisons finalement. Et par la suite, ça nous permet encore plus de scaler nos capacités de financement. Donc il y a vraiment une forme de pérennité du modèle à être régulé. Et il faut le faire. Et c'est un modèle qui est exportable en Europe? Société de financement, non. Ça peut se décliner par contre. D'accord. Donc, chacun des donc pays... tu pourras. Voilà. Exactement. Mais ça, déjà, ça aide pas mal. Et en fait, on se dit, tôt ou tard, une fintech doit être régulée. Le plus tard, tu le fais, le plus que tu as de legacy. Et le plus qu'il y a des cadavres, quoi. Et donc
Non, on appelle ça du clean-up. Le plus tôt, le mieux, quoi. Donc ça, c'est, je pense, la première. Ouais. La deuxième, on est en train aussi, donc, en parallèle, d'augmenter nos capacités de financement avec la création d'un FCT. Et donc tout ce qui va derrière. Fonds commun de titrisation. Exactement. Non, fonds de commun de titrisation et donc tout ce qui va avec. Ouais. Et finalement, on a une ouverture d'un nouveau pays européen très court terme et continuer les nouveaux partenariats. Superbe. Écoute, c'est impressionnant en si peu de temps. Bravo à tous. Merci. Avant qu'on parte, qu'est-ce que tu nous recommandes comme livre? J'allais recommander un podcast de Jordan, mais vas-y. un livre. Je pense comme toutes les startups, la culture pour nous c'est super important et plutôt la typologie de boîte qu'on veut monter. Et donc un des derniers livres que j'ai beaucoup aimé, c'est What You Do Is Who You Are, qui est le dernier d'Horowitz et qui est très intéressant. En fait, il prend des exemples sur comment plusieurs sociétés ont pu créer des cultures assez fortes. Donc voilà, je recommande. Super. On m'a recommandé encore ce matin Horowitz. Ah ouais, donc voilà, c'est pas très original, hein, mais il est vraiment bien. Ouais. Il parle de samouraïs, de gangs de prison. Je l'ai pas lu, mais voilà, c'est bien, ça change un peu. Ouais, exact. Merci Morgane, c'était super synthétique, brillant. Merci. Merci Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!